Salut Max, salut les gars. Aujourd'hui, l'entretien et l'accessibilité mécanique du SC10B Team Asso. Et ben, c'est hyper facile. En deux roues motrices déjà, t'as rien à faire à l'avant. Le train avant est d'une simplicité totale puisqu'il n'y a aucune pièce d'entraînement mécanique ou autre. Tu vois carrément à travers, donc c'est pas la peine de le démonter en pièces totales et machin et bidule. Après, tu peux sortir bien sûr les axes. T'assurer qu'il y a bien un petit peu d'huile ou un petit peu de graisse sur les axes, mais ça marche très bien aussi avec de l'huile en bombe puisque ça va pénétrer par l'extérieur sans le moindre problème. La seule chose qu'on fera ici bien sûr c'est sortir les amortos pour changer l'huile des suspects qui est trop souple à l'avant. À l'arrière, pour sortir ça, alors là comme ça a l'air compliqué mais en fait non. Tu as deux vis là devant qui tiennent l'arceau qui va se fixer à la boîte. Tu as par le dessous ces deux vis là qui maintiennent aussi par le dessous la boîte de transmission et deux vis ici au fond qui maintiennent la boîte de transmission. Donc normalement quand j'aurai enlevé ces 6 vis, comme ça du premier coup d'œil on aura toute la partie transmission main, pas tout le train arrière, les triangles vont rester, les cadences CVD vont rester, mais on aura juste la boîte en main avec le moulin. Autre chose que je voulais préciser là-dessus, c'est que j'aime beaucoup ce système de pare-choc ici à l'avant. Tu vois, tu as un petit peu de flex, après tu es quand même en butée, et tu as un petit butée latéral gauche-droite, ce qui est pas mal du tout, l'engin étant très léger de l'avant, effectivement c'est pas la peine d'avoir un pare-choc surdimensionné. À l'arrière, ils ont utilisé le même principe, mais j'aime un peu moins, parce qu'il va buter en fait sur le moulin. Tu vois, tu tapes sur le moteur, j'aurais préféré un surpatin en fait qui va là-dessous, parce que là on a déjà, enfin ça peut t'arriver sur un ou deux gros chocs que tu fasses forcément des empreintes dans le moteur à force. Bon, il faut un bon coup puisqu'il y a encore la petit carter protection ici, mais voilà. Un petit peu mieux aurait été bien. Chez Team Asso, c'est comme chez Losi. Tu as de la visserie US. Donc soit tu te prends un petit kit de vis US, ou tu te prends un petit kit de Torx, tout simplement. Là, on enlève le carter, on n'a pas besoin de le faire tout de suite, mais c'est pour vous montrer ce que ça donne sur le terrain si tu dois intervenir là-dessus. T'enlèves ta roue, t'enlèves tes deux vis du carter, tu peux changer ici l'anthrax, forcément tu desserres, le moteur est sur un chariot, tu peux le déplacer, sortir le pignon, intervenir sur le slipper ou la couronne. Il y a un petit cache bien sûr devant sur le... Il y a un cache sur le cache pour atteindre le réglage du slipper qui est un super slipper, c'est un multidisque. C'est quelque chose qu'on aimerait voir aussi en 1/8 plus souvent. Il y a Arma qui en fait un multidisque absolument génial. Mais ça s'arrête là, les autres font des slippers simples ou alors à la limite deux disques, un disque devant, un disque derrière. Alors là on a un petit sandwich de 2-3 disques, ça c'est sympa. Alors j'enlève donc les deux vis dont je t'ai parlé à l'intérieur. J'enlève les deux vis par l'avant. Et les deux sous le dessous. Alors, voilà. Ça veut pas. On va voir si c'est déjà des vis. Non, c'est bien de l'US. Non, c'est celle-là pas. Voilà. J'arrive. C'est comme dans l'ascenseur là, t'imagines la petite musique. Ok, il nous faut quand même un embout US. Celui-là veut rien savoir. Trop petit. Voilà.
Et hop, tu prends tout avec. Si t'as pas les cardans CVD, forcément les cardans on se casse la figure, ça s'arrête là. Ensuite, quand tu as ta transmission en main, ici sur la SC10 Buggy, évidemment la cage est un peu plus grande et tu as des bouts de carrosserie que tu n'as pas sur le Short Course ou sur d'autres modèles, mais tu peux les laisser dessus, sauf une, à savoir celle-là. Il y en a deux, tu en as une là, tu n'enlèves que celle de gauche quand tu es à l'arrière du véhicule. Et ensuite, tu as 5 vis sur le carter. Et là. Alors sur celui-ci, il faut encore enlever une 6e vis à cause justement de cet arceau supplémentaire. Voilà. Et là, tu peux ouvrir ton carter de transmission. Alors, tu fais gaffe, tu forces pas, parce que si maintenant tu vas avec un outil, par exemple, et que tu écartes trop fort ton plastique, et ben tu vas l'endommager. Bien sûr, c'est pas étanche à la base, mais c'est quand même relativement bien fermé. Donc, on va prendre le cutter, parce que le plastique, tout simplement, il tient bien. Voilà. Et il faut pas grand chose des fois pour qu'il lâche. Ah bah Dieu, il veut pas. Ça c'est juste parce qu'on a dit qu'on fait simple. J'ai oublié une vis. Mani, il a oublié une vis? Non. Non, j'ai pas oublié de vis. C'est juste celles qui sont encore en place. Comme elles ont des gros filets qui freinent le plastique. Alors cette boîte aussi, il faut savoir que c'est exactement la même que sur le petit Buggy 1/10 B4. Donc pour vous dire qu'elle est bien dimensionnée, puisque dans le B4, si elle tient le poids de cette machine avec les options, il n'y a pas de raison qu'il lui arrive quoi que ce soit à bord du B4. Donc tu écartes doucement la transmission sans forcer. Ça ne veut pas, hein, c'est les roulements qui restent accrochés. Voilà. Donc dans cette boîte, il n'y a rien. Tu as le pignon d'entraînement principal qui est en ferraille. Tu en as un secondaire en plastique. Et ensuite, tu es direct sur le diff. Et la boîte, comme vous pouvez le constater, est absolument rikiki, puisque c'est bien une transmission de 1/10. Parce que les shortcuts sont plus gros que les buggy. Tu vois? On a des triangles plus longs, puisque forcément que la carrosserie de SC on est plus large. Mais on a exactement la même transmission à l'intérieur de celui-ci. Ce qui est dommage d'ailleurs chez Timasso au départ, c'est qu'il te file aussi le même moulin. Tu as le même moulin dans le buggy que dans le short course, qui est beaucoup plus lourd. Si tu prends le SC10 4.2, qui est un super short course, il est livré avec ce pauvre petit, enfin pas celui-là, avec le petit 3300 là en 36 par 50. Ça suffit, mais bon, ça va avoir tendance un petit peu peut-être à chauffer avec le poids supplémentaire. Alors là, tu fais gaffe, tu vois, tu as les roulements qui restent accrochés de partout.
Donc quand tu tires pour les sortir de là, il faut faire gaffe, parce que si tu vas trop fort ou si tu forces de travers, tu vas abîmer tes plastiques ou autres. Donc il faut un peu de patience, à la limite tu mets un peu de dégrip, tu joues un petit peu et puis tu le laisses sortir tranquillou. Différentiel à pignon, existe en option des différentiels à billes. Si c'est pour le loisir, tu peux rester tranquillement sur tes diffs à pignon, comme ça tu n'as jamais rien à régler. Sur les diffs à billes, on peut régler en fait la pression normalement par l'intérieur d'une des deux noix, tu as une petite vis ou un écrou, et tu peux augmenter la pression ensuite sur le plateau des billes pour durcir ou adoucir l'effet de ton diff à billes. Par contre, en loisir, c'est pas pratique puisque tu vas devoir le faire plus régulièrement. Et puis voilà, on y va peut-être un peu plus fort en loisir sur le bâche ou autre. Il encaisse, attention, les diff à billes encaissent, mais c'est juste uniquement pour toi au niveau du travail à faire. Donc là-dedans, on va pas faire grand-chose, hein. On va nettoyer cette transmission, on va regresser tout ça. Et là, on va enlever le moteur et on va jeter un coup d'œil au moteur. Puisque tonton Max nous a dit, il a l'impression qu'il a plus la pêche d'avant. Alors là, pour l'instant, tout va bien, se comporte bien. J'avais un chiffon. Alors, l'entretien de ton moteur brushless. Il y a des moteurs brushless qui sont bien fermés à l'arrière. Il y en a ici qui ont un petit trou pour le roulement. Donc ce qu'il faut faire, c'est toujours bien s'assurer que la partie arrière du roulement ne nage pas dans la merde. C'est accessible par extérieur, donc un petit coup d'huile en bombe sur le roulement. Surtout pas de dégrip sur le roulement, je le répète, tu vas rincer la graisse qui est dedans. Et le seul endroit en fait dans un moteur qui est complètement fermé comme celui-ci où quelque chose peut rentrer, c'est par les trous devant, puisque là on est fixé sur la plaque moteur, donc tout est bien planqué. Normalement il n'y a pas grand chose qui rentre dans ce moteur, mais certains moteurs sont montés sur des plateaux qui ont plus d'ouverture devant, donc on peut effectivement avec le temps rentrer un peu de poussière et de saleté par l'avant. Nous, on va ouvrir ceci. Il y a les moulots, donc faites gaffe souvent avec ces vis. Si elles coincent un petit peu, elles sont très vite abîmées. Alors là, si t'es pas sûr de ce que tu fais, tu touches pas. C'est pas compliqué. Comme disait mon papy, touche à ton cul. Là-bas, au moins, t'es sûr que tes mains sont au bon endroit et qu'elles risquent rien. Moi, je pense que le petit souci de pêche vient de deux choses uniquement. Déjà là, alors il y en a un qui nous a pété l'embout du tournevis dans le BTR avant. Alors là, bien sûr, il a eu le temps de rouiller. Pour le sortir, ça va être une autre histoire. Quand ça t'arrive, en fait, il suffit de tapoter d'un moment comme ça dessus, tranquillou. Et au moment où ça vient de t'arriver, comme ça n'a pas encore pris, normalement, ça va ressortir sans problème. Là, celui-là, il est bien coincé dedans et en plus, il a rouillé un petit peu. Donc, la seule solution de le sortir ici, c'est de le percer ou d'entamer le pignon avec la disqueuse. Là, on va pas le faire puisque normalement ce moteur fonctionne. On va donc le laisser tranquillement. Nous, on va juste sortir le carter arrière en douceur. Et comme vous pouvez le constater, eh ben, c'est propre à l'intérieur, comme je l'ai dit. En plus, Castle met souvent de la résine un peu partout, ici, pour verrouiller les endroits où il y a un doute. On va laisser le pignon dessus, on va sortir le carter avant complet, avec le rotor.
Voilà. Tout est en parfait état. Le rotor est nickel. Roulement impec. C'est du Castle. C'est solide. Alors, moi je vais mettre ça de côté. On va mettre un petit coup de nettoyant électrique à bord. Petit coup d'huile sur les roulements. On va remonter tout ça après. Tranquillou. Donc dans la boîte de vitesse, c'est pareil. Chez Timasso, tu as des super bons roulements. Les pannes possibles, c'est pas compliqué. Comme c'est des pignons plastiques, si tu forces, tu peux éventuellement péter une dent d'un pignon ou autre. Avec le temps, comme tu peux voir, la saleté rentre partout ici dans le plastique. C'est pas des carters 100% étanches. C'est pour ça qu'il faut de temps en temps démonter, nettoyer, ouvrir, puisque cette saleté qui se met entre le roulement fait aussi pression à l'intérieur. Elle rentre à l'intérieur de la boîte avec la force et use les pignons un peu plus vite. Au niveau du slipper, là c'est pareil, de temps en temps, faut l'ouvrir, faut sortir les patins et faut les remettre et les régler à nouveau. Parce que sinon, ils collent. Et une fois qu'ils sont collés, ils ne fonctionnent plus comme il faut. Donc là, c'est pareil, ça va les forcer plus sur ta boîte. Sinon, sur le train arrière, tu n'as plus rien d'autre. Tu n'as que les roulements ici des carbans. Qui sont en bon état. Voilà. Ils sont pas neufs, mais c'est pas la peine de les changer. Faut pas exagérer. Ils feront le travail encore un sacré moment. Là aussi, je vais sortir les amortos et régler cette histoire, puisque là, il manque de l'huile, tu vois. On a de l'huile, plus d'huile. Tu vois. Là, je suis dans le vide. Réaction très brutale à la suspension. Là, elle retape dans l'huile et c'est freiné après seulement. Et en plus, c'est un peu trop freiné pour l'arrière, ce qui fait qu'il a du mal à remonter de l'arrière. Donc, ce que je pense, Max, la raison pour laquelle donc, tu n'as l'impression qu'il a plus autant la pêche qu'avant, c'est toi qui t'es habitué en fait aux performances de la machine. Et l'autre chose, c'est donc les roues Proline qui sont beaucoup plus lourdes. Ces 4 roues Proline sont beaucoup plus lourdes que les 4 roues d'origine. En plus, à l'avant, normalement, il y a des roues plus fines et plus légères. Là, comme tu as mis des roues plus lourdes, forcément, ça empêche l'engin de monter. Donc, tu peux compenser en mettant la batterie plus en arrière, parce que toi, tu étais quand même relativement en avant avec ta batterie. Tu peux la glisser jusque derrière si tu veux compenser ça. Ça empêchera aussi de trop glisser de l'arrière et d'avoir plus d'accroche et de monter aussi. Ou alors, tout simplement, si tu as encore les roues d'origine, de remettre les roues d'origine devant. Et ce qui te permettra après de balancer avec la batterie sur le terrain sur lequel tu es pour gérer ta motricité ou autre. Ce que tu peux aussi faire bien sûr avec les roues Proline à l'avant, mais tu auras d'office déjà plus de poids devant. Sinon, rien à dire. On fera un petit essai quand j'aurai remonté tout ça. M'étonnerait que quoi que ce soit de ce combo Castle soit défaillant. C'est pour ça que j'ai pas essayé avant. Alors, bonne journée à tous. Un petit mot aussi sur quelque chose qui c'est pas une bonne nouvelle. En cette fin d'année, on a un abonné qui a eu un incendie dans son domicile. Sa maison est partie en fumée, elle est inhabitable. Et a priori, c'est à cause d'une lipo. Alors, il n'est pas encore sûr, les experts ne sont pas encore passés. Et il m'a demandé de vous faire tous un rappel sur le danger de la charge. Et on ne parle pas spécialement des lipos, de toute batterie que ce soit. Donc, assurez-vous bien que votre chargeur soit posé sur quelque chose qui ne brûle pas. Moi, je suis sur du matériel ignifugé. C'est pas une simple planche en bois. Tu peux y aller au chalumeau dessus et tiendra un paquet de minutes avant qu'il se passe quoi que ce soit. C'est sûr. Détecteur de fumée au-dessus. Sur les NiMH qui viennent très chaudes, beaucoup de nouveaux chargeurs ont des options avec des sondes de température qu'on peut donc mettre contre la lipo au moment de charger. Investissez dans cette sonde, mettez-la que ce soit NiMH, nickel, cadmium ou plomb. Avec les lipos, c'est clair, enfin même toute autre batterie, utilisez des sacs de charge. C'est disponible, vous avez tous les prix. Si vous achetez un sac Orion avec le logo Orion, il va coûter 20 balles. Le même en marque générique va coûter 5 balles. C'est pas un problème. Donc prenez-vous le temps, mettez votre lipo, votre batterie, votre NiMH, nickel, cadmium ou plomb dans un sac de charge fermé. Vous mettez ça sur un endroit qui ne peut pas brûler, vous branchez votre chargeur sur une prise de sécurité, c'est-à-dire qu'au moindre court-circuit au niveau du chargeur, la lime elle coupe. Ça n'empêchera pas, si la batterie est en train de chauffer ou quelque chose, elle peut continuer, elle peut en brûler quand même, mais on va dire que ça augmente les chances de 95% d'éviter l'incendie.
Évidemment aussi la prise, si vous êtes dans une vieille baraque, les prises ne sont pas sécurisées par des différentiels ou autres. Faites installer un différentiel. Moi j'ai un différentiel sur mes prises que j'utilise pour mes chargeurs. C'est-à-dire que la moindre variation même de l'humidité sur le câble peut me faire sauter mon différentiel. C'est la même chose qu'on utilise dans les cuisines pour les mêmes raisons. T'as un lave-vaisselle, t'as un four ou autre, tu fais couler de l'eau sur les contacts électriques, l'augmentation de la résistance fait sauter le différentiel puisqu'il est en millivolts. Et surtout, principalement, perso je le fais aussi, vous voyez souvent pendant les vidéos vous entendez mes chargeurs qui tournent parce que je suis présent quand mes chargeurs tournent. J'en laisse tourner la nuit, effectivement, mais je répète, là où j'ai posé mes chargeurs ça ne brûle pas, il y a un capteur au-dessus, un détecteur de fumée, une prise sécurisée et mes lipos sont emballés dans des sacs par feu. À ce moment-là, comme dit, charge lente, timer de sécurité enclenché, mais souvent c'est vrai qu'on devient trop confiant avec notre matériel, comme tout, hein. C'est comme sur les gaz, à un moment, une fois que tu as habitué à ta machine, tu es trop confiant et c'est là que tu commences à déglinguer complètement ta machine parce que tu vas trop loin. Donc méfiez-vous, faites attention à ça, prenez soin de vous. Et les thermistes c'est pareil, les thermistes aussi ont des batteries, ils chargent aussi des batteries, donc faites gaffe les mecs. Pensez aussi aux hydrocarbures, à les stocker à l'abri ou autre. On fera peut-être, d'ailleurs je vais faire une vidéo de rappel sur les règles de sécurité. Quand la chaîne a commencé, il y avait un abonné, moi, un deuxième, Magigi, et ainsi de suite. Donc c'est vrai qu'on a commencé tout de suite, on a parlé dans le tas et tout. Mais maintenant que la chaîne a plus de vues, plus d'abonnés, plus de visionnage, plein de gens m'ont dit ouais, j'ai recommencé la RC ou je commence la RC à cause de toi. Il est donc nécessaire, c'est vrai, de faire une vidéo sur les règles de sécurité élémentaire d'un atelier. Alors, on va parler de tout, parce qu'il y a un tas de choses, on ne pense pas toujours à tout, pour nous, pour les travailleurs, les anciens, il y a un tas de choses qui sont tout à fait logiques. Il y a aussi un instinct de survie qu'on a, que de toute évidence, les jeunes n'ont pas, parce que plein de parents les laissent faire ce qu'ils veulent, et du coup, on leur a pas appris. Et instinct de survie, zéro pointé. Et on va donc faire une vidéo sur les rappels des règles de sécurité dans un atelier, parce qu'il y a plein de choses dangereuses dans un atelier. Même si c'est pas un atelier, même si c'est sa table de salon quand tu bricoles, commence déjà par protéger ta table de salon, parce que la première règle de sécurité c'est de ne pas faire quelque chose qui risque d'énerver ta chérie ou ta mère, parce que sinon elle te lynche.